Alors pour cette émission exceptionnelle, nous avons avec nous sur ce plateau René Lake, vous êtes consultant politique. Et nous avons aussi Brett Bruen, vous êtes le président de la Global Room Situation et vous êtes un ancien diplomate. Alors on va commencer tout de suite par vous, Brett, avec cette base que Donald Trump a de solide, c'est-à-dire les hommes blancs, peu diplômés. Il doit élargir cette base s'il a envie de gagner. Alors son équipe de campagne semble essayer de séduire les latinos avec malgré des déclarations fracassantes. Et tout ça, c'était avant le voyage au Mexique. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé depuis ce voyage au Mexique ? Pas beaucoup de choses. En fait, je crois que le voyage au Mexique était plutôt pour présenter Donald Trump comme un président. Il pourrait visiter comme homme d'État et avoir ces images diffusées ici aux États-Unis. Mais en fait, en termes de la politique, je crois que les choses restent plus ou moins dans le même état. Et en fait, nous entrons maintenant dans une période où les Américains vont considérer sérieusement pour la première fois qui va être le prochain président. Et je crois que dans ce sens-là, Trump aura plus de difficultés parce qu'en fait, il y en a plus de choses qu'on ne connaît pas de ce qu'il a fait auparavant. Alors, juste pour revenir avec les derniers sondages des médias américains qui donnaient 70% des latino-américains qui voteraient pour Trump, 19% qui voteraient pour Hillary Clinton et seulement 19% pour Donald Trump. René Lake, est-ce que ce sont des chiffres qui permettent aujourd'hui aux républicains d'essayer de grappiller un peu? Est-ce qu'il y a une marge réelle? En général, on dit que pour gagner des élections, une élection présidentielle, un républicain doit être entre 34 et 37% du vote latino. Comme vous l'avez dit vous-même, il est très très loin de ce chiffre-là. Et avec un chiffre entre 1 et 2% dans la communauté noire américaine, je crois que c'est on dit uphill battle en anglais, ça ne va pas être une affaire facile pour lui. Alors juste pour revenir à cette visite au Mexique, Brett Bruen, est-ce que diplomatiquement c'était une bonne chose que de faire cette visite? Pour Donald Trump, oui. Il a eu l'occasion de se présenter comme quelqu'un qu'on pourrait imaginer comme un président. Bien sûr, ce qu'il a dit au Mexique pendant la journée et ce qu'il a dit au Arizona le même soir, étaient deux choses complètement différentes. Et là, c'est le point sur lequel je crois qu'on trouve des problèmes. Parce que vraiment, on ne sait pas qui est le vrai Trump. Parce qu'en fait, on ne peut pas, comme un diplomate ou bien comme un président, dire une chose à l'extérieur et une autre chose ici aux États-Unis. Alors justement, c'est la question, est-ce que l'électorat latino-américain peut finalement s'y retrouver face à un Trump qui tient un discours puis un autre discours? Est-ce qu'il y a tout de même une chance que l'un de ces deux discours soit entendu jusqu'à voter pour lui? Et c'est un problème à tel point que même dans une réunion avec ses conseillers hispaniques, quelques jours avant, il avait tenu un discours qui était encore différent du discours qu'il a tenu avec le président mexicain et encore plus différent du discours qu'il a tenu en Arizona. Et ce qui a expliqué qu'à la suite de ce discours-là, comme vous savez, au moins 3 de ses principaux conseillers hispaniques l'ont quitté et non seulement l'ont quitté, mais ont dénoncé son discours. Alors, des défections, mais ce qui ne l'a pas empêché de se rendre après à Détroit, dans une église noire américaine. Est-ce que cette opération de charme peut changer quelque chose, Brett Bruen? À mon avis, cette opération de charme n'est pas vraiment dirigée vers les Noirs américains, sinon vers les Blancs qui voudraient se sentir mieux, que Trump n'est pas assez raciste comme peut-être on avait l'impression qu'il est. Donc vous êtes en train de dire que, selon votre analyse, cette visite
dans une église noire, c'est plutôt pour la bonne conscience de l'électorat blanc qu'il essaye de séduire? Voilà, les indépendants. C'est-à-dire, au lieu de sa base qui est plutôt conservatrice, il a besoin, s'il n'a pas les latinos, s'il n'a pas les noirs, il faut avoir ces indépendants qui vont voir une visite à une église afro-américaine comme une bonne chose, qu'ils au moins essaient de parler et ils vont prendre en compte cette action. Alors juste pour donner un chiffre, il y a environ 70% du corps électoral qui est représenté par les Blancs, mais on va dire des Blancs qui sont éduqués en général, qui font partie de la classe moyenne. Donc selon votre analyse, c'est cette marge-là que Donald Trump essaye de séduire. Alors, une déclaration qu'il a faite la semaine dernière, Hillary Clinton est une sectaire qui ne voit les gens de couleur que comme des votes pour elle, pas comme des êtres humains dignes d'un avenir. C'est ce qu'a déclaré Donald Trump. Alors, René Lake, est-ce là une tactique proprement électorale de Donald Trump que de tacler le camp adverse de cette façon? C'est assez violent comme déclaration. C'est violent, mais si on passe le test de la forme, dans le fond, c'est un argument des Républicains, c'est un vieil argument des Républicains, qui à chaque élection rappelle à la communauté noire, écoutez, vous êtes relativement monolithique politiquement, vous soutenez en général, pratiquement tout le temps, à chaque élection, le Parti démocratique, mais au fond, qu'a-t-il fait pour vous? Donc c'est un vieil argument. Bon, il le dit avec son style, qui est un style assez violent, avec beaucoup de véhémence, comme il le fait souvent. Mais le fond de l'argument est un vieil argument républicain. Alors c'est un vieil argument, mais il semblerait quand même qu'il ait un électorat solide. Du moins, ça a encore été prouvé dans les récents sondages, puisqu'il est maintenant à 2 points devant Hillary Clinton. Donc il y a quand même une base. Il y a quand même bien des démocrates qui ont déçu ces minorités-là, Brett Bruen. Mais le problème, c'est que Hillary Clinton n'est pas une candidate assez populaire. Alors, si Trump est toujours au moins dans un État où il pourrait gagner, c'est à cause de Hillary, pas vraiment à cause de ce qu'il a fait. Donc vous pensez que les républicains, quand ils avancent, que des démocrates ont pu décevoir ces minorités-là, c'est un faible argument ? Ouais, les minorités ne sont pas déçues. Il y a une partie des minorités qui ne peuvent pas être déçues par la politique des démocrates? Il y a une partie, mais au moins en ce moment-ci, je ne vois pas que ces minorités vont vers les républicains et surtout vers Donald Trump. Si on considère même ses propres actions dans les mois récents, il a envoyé un tweet après le décès d'une cousine d'un joueur de basket en disant regardez ce qui s'est passé, votez pour moi. Il n'y a aucune partie de la communauté noire ici aux États-Unis qui va considérer cette action favorable. Alors, juste avant de prendre des réactions Facebook, une dernière question, c'est celle de l'abstention. Est-ce que finalement, avec tout ce casse-tête sur le vote des minorités, est-ce que finalement, ce n'est pas plutôt les abstentionnistes que Donald Trump doit essayer de draguer? Je ne sais pas si c'est ça sa stratégie, mais je peux vous dire que du côté du camp Hillary Clinton, la question de l'abstention est une question centrale. L'impression que l'on a, c'est que ça va être un raz-de-marée en faveur de Hillary Clinton, parce que c'est vrai que même si au plan national, il se rapproche, vous avez vu le sondage publié par le Washington Post hier, en termes de collège électoral, ça risque d'être un raz-de-marée en faveur de Hillary Clinton. Et le camp Hillary Clinton fait tout justement pour ne pas donner l'impression que ça va être un raz-de-marée, parce qu'ils ne veulent pas que ça démobilise justement certains soutiens à Hillary Clinton, et en particulier les minorités, parce que les minorités sont souvent celles qui s'abstiennent le plus. Et c'est un gros problème pour Hillary Clinton, et je peux vous dire que son camp fait très attention à cela. Alors on verra ça un peu plus loin sur l'abstention. En tout cas, vous avez été, comme chaque semaine, nombreux à réagir sur la page Facebook de VOA Afrique. Voici certains de vos commentaires.
Nous prenons tout de suite le commentaire de Tierno Abdoulaye Diallo qui est à Conakry. Alors Donald Trump peut changer la vie des Afro-Américains. L'Amérique est une grande puissance mondiale. Celui qui peut la diriger ne doit pas être quelqu'un d'émotionnel comme Hillary Clinton. Elle n'est pas vraiment préparée pour la Maison-Blanche. Donc ça, c'est un commentaire qui vient de Conakry. Autre commentaire, celui de Gilles Mbouyou à Lubumbashi qui dit « Moi, je pense qu'entre les deux, la guerre de séduction de la masse est engagée. Ils sont tous les deux incapables de diriger le pays. » Mais je pense que Clinton a de plus grandes chances. Et enfin, ce dernier commentaire de Fabrelov Lomarion à Kinshasa qui nous dit « Trump est en perte de vitesse, il est raciste ». C'est assez radical. Messieurs, un petit commentaire à ces réactions de nos téléspectateurs sur Facebook. Il n'est pas le seul qui pense ainsi. Je crois qu'en fait, ici aux États-Unis, il y en a peut-être même une majorité qui pense dans le même sens. Et même les gens qui vont voter pour Trump vont le faire au moins à cause du fait qu'il s'exprime dans ce sens assez raciste. Et en fait, nous sommes, avec ce qui s'est passé avec les Black Lives Matter, ce mouvement, cette réaction à la violence de la part de la police ici aux États-Unis, une certaine préoccupation ici aux États-Unis avec la communauté blanche qui pense nous sommes en train de se séparer après avoir eu 7 ans et demi de réconciliation avec la présidence d'Obama. On va marquer une courte pause. Restez avec nous dans quelques instants, la suite de Washington Forum. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. C'est la deuxième partie de Washington Forum consacrée aux élections américaines et nous braquons les projecteurs cette fois-ci sur Hillary Clinton. La candidate démocrate a été mise à mal ces derniers jours avec la découverte de nouveaux courriels et les relations un peu trop étroites entre la Fondation Clinton et le département d'État du temps où elle était à la tête de ce département. Ce sont les précisions d'Éric Manierakiza. L'ancien président Bill Clinton a lancé la fondation en 2001 après son deuxième mandat à la tête des États-Unis. Depuis lors, cette organisation familiale affirme avoir levé près de 2 milliards de dollars. La fondation Clinton a été impliquée dans plusieurs projets et s'est consacrée à la promotion du tourisme en offrant des possibilités d'emploi au bénéfice des initiatives locales. Au regard du travail déjà accompli, le revenu moyen a quasiment triplé dans chaque région du Salvador où ce projet a été mis en œuvre. En Haïti, la Fondation a financé la construction de nouvelles écoles tout en initiant des programmes visant à aider l'économie du pays à se relever. D'autres projets sont également mis en œuvre. Nous avons embauché des travailleurs de la santé. Nous organisons la formation des entrepreneurs à travers de nouvelles organisations en Amérique latine. Nous nous occupons nous-mêmes de toute la logistique requise pour mettre en œuvre ces projets. La Fondation s'attelle également à améliorer la santé en général et le bien-être, notamment au niveau de la lutte contre le VIH-Sida, en facilitant l'accès aux traitements à bas prix. La Fondation s'occupe aussi de la lutte contre l'obésité infantile et d'autres maladies, tout en privilégiant des projets en faveur de la femme et des filles. Ils sont capables d'utiliser 88% de leur budget pour des programmes de bienfaisance modifiés. Leur coût de collecte de fonds est vraiment faible, $2 pour lever $100. Ils sont également conformes aux standards du gouvernement en termes de transparence. Même si la Fondation examine les changements possibles au cas où Hillary Clinton devient présidente et reste engagée à s'assurer sur le long terme la pérennité de son assistance pour ceux qui en bénéficient déjà, peu importe l'occupant de la Maison-Blanche.
Alors nous sommes toujours avec nos invités, Brett Bruen de la Global Situation Room et René Lake, consultant politique. Alors le Parti républicain n'a pas enterré l'affaire des milliers de mails qu'il accuse cette fois Hillary Clinton d'avoir offert un traitement privilégié à certains richissimes donateurs de la fondation familiale quand elle était secrétaire d'État, ce qui fait trembler sa campagne. Première question pour vous, René Lake. Quel est le fonctionnement de cette fondation? Qu'est-ce qu'on en sait exactement? Écoutez, ce qui s'est passé, c'est que Bill Clinton, après avoir fait ses 2 mandats à la tête des États-Unis, a voulu mettre un peu son aura, d'autant plus qu'il était très populaire aux États-Unis, mais il est aussi très très populaire à l'échelle internationale, comme vous vous en souvenez. Je crois qu'il est même toujours un peu. Afrique. Et en Afrique en particulier. Et donc il s'est dit, écoutez, je vais essayer de mettre cette notoriété au bénéfice d'une action positive. Et c'est comme ça qu'il a monté sa fondation. Et je peux vous assurer que même parmi certains républicains particulièrement radicaux, beaucoup de gens reconnaissent que la fondation Clinton a fait des choses absolument remarquables à travers le monde et en Afrique en particulier. Alors, Brett Bruen, vous avez été justement en poste en Afrique de l'Ouest. Comment est-ce que vous avez observé le travail de cette fondation Clinton qui aujourd'hui est critiquée ouvertement par les républicains? Non, je crois que la vaste majorité de ce que la Fondation a fait en Afrique et ailleurs était positive. Il y a bien sûr cet aspect des relations entre certains dirigeants, certains pays étrangers qui préoccupent les républicains et aussi des autres observateurs. Et je crois que c'est la raison pour laquelle le président Clinton a dit si Hillary Clinton gagne les élections, on va mettre le travail de la fondation à part pour qu'on ne peut pas avoir des mêmes problèmes qui se sont passés. Il a annoncé, je me permets de vous couper, il a annoncé dans une lettre adressée aux adhérents de la fondation d'importants changements dans le fonctionnement de l'institution si son épouse venait à être élue. Est-ce qu'on sait qui sont ces fameux donateurs qui auraient bénéficié des largesses de Hillary Clinton quand elle était secrétaire d'État? Qui donne à la fondation Clinton? Bon, il y en a beaucoup d'autres fondations. Mais les richissimes. Mais en termes des autres personnes, on a vu certains leaders du Moyen-Orient, certains leaders des entreprises étrangères qui, pour les Américains, pourraient donner l'impression qu'ils en font pour l'accès à Bill Clinton, mais aussi pendant la période, les 4 ans que Hillary Clinton a passé au département d'État, qu'il y en a non forcément des accusations concrètes, sinon des apparences des choses qui donnent l'impression qu'il y a trop de connexion entre le travail de fondation, les donations et le travail. Est-ce que justement ce n'est pas dangereux, René Lake, d'avoir une fondation aussi proche du pouvoir quand on a des postes à responsabilité? Est-ce que la Maison-Blanche n'a pas servi ouvertement de carte de visite pour pouvoir faire fonctionner cette fondation, parce qu'on parle de sommes astronomiques quand même. Oui, mais je vous rappelle qu'il n'était plus président. Non, il n'était plus président, mais elle était en fonction quand même. Elle était quand même en fonction à la Maison Blanche. Elle était la patronne de la diplomatie américaine. On peut pas l'éluder. Oui, alors c'est une bonne question, hein, vous savez, mais cela se pose dans beaucoup d'autres domaines. La question du financement politique. Dès qu'un donateur donne de l'argent à un homme politique, quelle que soit la forme de la contribution, que ce soit dans une activité philanthropique ou dans une activité politique, quelque part, il espère ou il s'attend à avoir un certain accès. Maintenant, la question n'est pas tellement de l'accès, parce que c'est la règle du jeu. On peut discuter philosophiquement, est-ce que c'est une bonne règle ou pas. Je serais plutôt du côté de ceux qui pensent qu'il faut vraiment la réguler, parce que je pense qu'il y a quelque chose d'assez malsain. Et c'est dans beaucoup de domaines, et même dans le domaine du business, faire du business avec l'État, etc. Il y a pas mal de problèmes que ça peut poser. Mais la question centrale, c'est de savoir, est-ce qu'une fois que la personne a accès
à cette personne de pouvoir, est-ce que cela influence dans un sens ou dans un autre la décision qui est prise? Justement, et c'est là la grande question. Est-ce que ça a influencé Hillary Clinton à l'époque où elle était à la tête de la diplomatie américaine, Brett Bruen? Il n'y en a pas d'évidence qu'il y a eu d'influence, au moins pendant les 4 ans. Les 4 ans. Le problème, c'est ici aux États-Unis, quand on considère l'éthique, c'est plutôt l'apparence. Et il y en a une certaine apparence que ces donateurs, les relations de ces donateurs avec la fondation donnent, qui est assez mauvaise. Et ça, c'est le vrai problème pour Hillary en ce moment-ci. Et je crois que la raison pour laquelle ils ont décidé de prendre cette action de fermer au moins de mettre à part la fondation. Alors justement, Hillary Clinton, elle passe quand même une campagne très mouvementée. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des suspicions, des accusations, des enquêtes sur elle, notamment sur cette période où elle était secrétaire d'État. Qu'est-ce qui se passe, on a envie de dire? Est-ce que finalement, les républicains, il n'y a pas de fumée sans feu, est-ce que les républicains tiennent vraiment quelque chose de solide? Est-ce qu'il y a un dysfonctionnement lorsqu'elle était aux affaires? Et comment les Américains peuvent lui faire confiance si jamais elle est à la Maison-Blanche? Bon, j'ai travaillé au département d'État pendant le temps qu'elle était secrétaire d'État et je crois qu'il n'y a aucune évidence qu'elle a mal géré les choses. Le problème, c'est que les républicains ont mis toute sa réputation dans un cadre, et un cadre de corruption, un cadre de secret, et cela est validé, c'est validé par les actions qu'elle a prises avec son email, avec ses décisions par rapport à certaines relations avec les donateurs de la Fondation. Et ça, c'est le vrai problème pour Hillary en ce moment.